par respect pour tout le monde, 19h33, on va donc entamer notre conseil municipal du lundi 19 novembre 2018. Mesdames, Messieurs, chers conseillers, membres du public, bonsoir. Le quorum est largement atteint. Je déclare donc la séance ouverte. N'est-ce pas, Marie-Danielle? Merci. Je vous propose de désigner M. Cédric Drevet, le plus jeune, mais non pas le moins brillant de nos conseillers en qualité de secrétaire de séance, avec son aval plein et entier. Merci, Cédric. On va... J'ai dit que ce n'était pas le moins brillant, ce qui signifie pas non plus que ce soit le plus. Tu vois, Nous allons donc procéder à l'approbation du procès verbal de la séance du 24 septembre dernier. Concernant le procès verbal de cette séance, est-ce que vous avez des remarques? Il n'y a pas de remarques. On va donc procéder au vote à main levée. Qui est favorable? Qui est contre? Tu es contre, ma chère Brigitte, ou tu as oublié de passer la main? Voilà. Donc Brigitte était très pour. Parfait. Je signe de mon côté. On va peut-être d'ailleurs démarrer plutôt par là-bas. Hein, ça permettra éventuellement aux conseillers municipaux d'opposition de venir si ils arrivent peut-être un peu en retard. Quelques petites choses concernant les pouvoirs. Me concernant, j'en ai deux. Je ne sais pas si vous avez à m'en faire suivre. Pas spécialement. Donc Laurence Dandel donne pouvoir à Sylvie Arnaud-Maillot, qui a un pouvoir, donc Sylvie. Et Philippe Bigot donne pouvoir à Jean-Michel Caron. Tu es au courant, Jean-Michel? Alors c'est très bien. C'est parfait. On va donc pouvoir démarrer. Celui-là. Alors, en ce qui concerne le premier sujet qui est à notre ordre du jour. Bonjour. Bonsoir. Alors, ce que je vais vous proposer, Olivier Perrault devra nous quitter dans une demi-heure. Il a une contrainte et c'est lui qui est le plus à même de nous parler du sujet concernant la demande de subvention à la région pour l'implantation de caméras de vidéoprotection. Je vous propose donc de démarrer par ce point à l'ordre du jour. Pas d'opposition? Ok, alors on démarre par ce point si vous voulez bien. Je passe la parole à Olivier Perrault. Olivier. Donc on avait mis au budget 28 000 € pour l'implantation de caméras. Il se trouve que la région mène une action sur les gares importantes du département pour les équiper de vidéoprotection. Donc la gare de Saint-Germain va être équipée largement en caméra par la région. Et parallèlement à cette action, la région propose de financer à 50% les implantations de caméras de vidéoprotection aux abords des gares. Donc nous souhaitons intégrer 3 caméras sur les parkings qui bordent la gare. Et donc on avait déjà inscrit au budget 28 000 €. On va rajouter 20 000 € qui sont en fait 20 000 € de subvention de la région. Parce qu'en fait au niveau de la gare ça nécessite d'une part des travaux plus importants parce qu'au niveau de l'apport en électricité, il faut qu'on pose une armoire, qu'on fasse un peu de voirie, il y a tout un... On avait pensé à un moment éventuellement conventionner avec l'ex-hôtel de la gare, mais ça posait des soucis, des soucis pour l'avenir, on va dire. Donc voilà, donc ça nécessite des travaux un petit peu plus importants. On va profiter donc de cet argent de la région. Ça ne change rien sur le budget de la commune, puisqu'en fait on rajoute 20 000 € et on rajoute également 20 000 € dans les subventions de la région. On va demander, d'abord je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet. Juste interruption, juste une petite seconde, c'est pour signaler que monsieur, je rajoute un pouvoir, monsieur Gilbert Molleron donne pouvoir à Valérie Perardel. Merci, tu peux poursuivre. Enfin, tu peux poursuivre. Non, est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Est-ce que le parking vélo sera couvert par la vidéosurveillance? Le parking vélo, oui, tout à fait. Tout à fait. Pardon? Alors celui qui est au fond, je pense pas, mais par contre,
derrière, je pense pas. Pour des raisons un petit d'angle enfin, c'est un problème un peu compliqué en l'occurrence, enfin, parce que au niveau du parking de la gare, le parking directement sur la gare, il y aurait une caméra qui serait implantée au niveau du feu rouge. Et donc, je pense que les parkings vélos du fond, ça seront difficilement accessibles, mais par contre, l'accès l'accès à cet endroit, à moins de passer par au-dessus des barrières derrière, sera pris. Donc, on verra pas forcément les effractions, mais les entrées-sorties, certainement. Voilà. Est-ce que cette somme correspond à l'investissement de l'achat et qu'en est-il de la maintenance? La maintenance, on comptera 10% sur le budget de fonctionnement l'année prochaine, à peu près. Enfin, 10% du... là, je dirais que sur l'ensemble, c'est un montant estimé, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 20 000 € qui vont être consacrés à la voirie, à l'implantation d'armoires électriques, de ce genre de choses, c'est-à-dire qui sont des choses assez coûteuses, parce qu'il faut que ce soit anti-vandale et compagnie. Par contre, au niveau de la maintenance sur les caméras, c'est sur le coût de la caméra. Donc, grosso modo, on va dire qu'on aurait une maintenance. Une caméra, ça vaut aux alentours de 4 000 €, je dirais. Donc, on aura certainement un budget de maintenance de l'ordre de 3 000 € par an à partir de l'année prochaine, quelque chose comme ça. Je dis des bêtises. Un peu moins, puisqu'on aura 6 caméras, donc voilà. Mais l'année prochaine, on développera également très certainement d'autres zones de caméras. Enfin, c'est très compliqué de dire combien d'entretien de maintenance vous paye. Tu as dépensé quelque chose cette année en entretien de maintenance? Oui, 600 €. J'ai 600 € pour les 3 caméras de maintenance annuelle. Sachant que pour l'instant, sur la vidéoprotection, sur les 3 caméras qui fonctionnent depuis 2 ans, on a pour l'instant dépensé 0, quoi. Puisque, comme vous le saviez, la société qui nous avait fait l'installation a déposé son bilan avant qu'on la paye. Et que personne ne veut de l'argent. Voilà. Tant pis, hein. Voilà. On va essayer de réitérer, mais je ne suis pas sûr que ça marche. On va essayer de trouver une boîte qui devrait tomber en faillite dans les 6 mois, mais c'est pas facile. Il faut se retrouver. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ce dispositif, vous pouvez nous donner Des d'élucidation de faits délictueux? Bon, c'est compliqué, c'est la gendarmerie qui pourrait vous les donner. Par contre, on peut vous dire que les gendarmes régulièrement, ils l'ont encore fait la semaine dernière, nous demandent de leur donner des enregistrements de telle caméra qui est orientée vers la route ou qui est orientée vers la Mandillonne pour tel ou tel délit. Puis ensuite, ils mènent leurs enquêtes. Mais enfin, très clairement, les gendarmes sont parfaitement favorables à ce type de système qui les aide à tracer. En général, c'est pas nécessairement à prouver, mais à tracer les véhicules de ceux qui commettent des délits dans les communes, la nôtre, ou dans les communes voisines ou ailleurs. Et au niveau de la gare, on a eu, il y a quelques années, il y a régulièrement des brilles, des tentatives de vol dans les voitures. On a eu il y a quelques années la Saint-Barthélemy de la gare de Saint-Germain avec 27 voitures cassées dans la nuit, quand même. Donc, voilà. C'était longtemps. Oui, c'était il y a longtemps. Mais le principe de la vidéoprotection, il est beaucoup dissuasif. Ensuite, derrière, on n'a pas énormément de demandes de visionnage de la part des gendarmes. Mais, suffisamment pour que tu t'en plaignes. Oui, suffisamment pour que je m'en plaigne. C'est vrai, parce que ça prend. Oui, d'ailleurs, dans ce budget, il est prévu également de changer le système d'enregistrement qu'il y a actuellement, parce que ça marche, ça enregistre, mais par contre, c'est au niveau de l'export et de la visualisation des images, c'est pas assez pro, je dirais. Donc moi, ça me prend. On a eu une réquisition parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai passé tout un après-midi pour exporter 1 heure d'image. Voilà, donc c'est un peu long. Voilà, c'est un peu long. Vous avez d'autres questions concernant cette demande de subvention à la région pour l'implantation de caméras vidéoprotection? Pas spécialement.
Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'implantation de 3 caméras de vidéoprotection pour la sécurisation des abords de la gare de Saint-Germain-Mont-d'Or pour un budget estimé de 40 000 € hors taxe, d'imputer la dépense exposée pour le projet sur le budget général de la commune, section investissement opération 160, compte 2318, de m'autoriser à solliciter auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes une subvention pour l'installation de ces caméras pour un montant attendu de 20 000 € et d'imputer les recettes correspondantes à cette subvention au budget général de la commune. Qui est pour? Qui est contre? Contre, 2 contre, et je crois qu'il n'y a pas d'abstention, 2 contre plus pouvoir. Et il n'y a pas d'abstention, donc Madame, pardon, Madame Perardès, 3, non, oui. Madame Perardès, Monsieur Maguet, et puis le pouvoir de Madame Perardès pour de Monsieur Morel pour Madame Perardès. Ah oui, vous voyez pas? Ok. Il faut lever vos mains haut et vous levez éventuellement. Soyons fous. Bien, merci pour ce sujet-là. On passe donc maintenant au premier sujet de notre ordre du jour. C'est une délibération assez classique, comme toutes les fins d'année. On vous fait voter sur la délibération qui permet de payer, de signer dès le mois de janvier 2019, alors même que nous n'aurons pas encore voté le budget, toute pièce relative au paiement des dépenses d'investissement, et ce à concurrence de 25% du montant des prévisions budgétaires des chapitres 16, 20, 21 et 23 de l'année 2018. L'objectif, c'est de pouvoir régler les factures en instance tant que le vote du budget n'a pas été fait. Et sans devoir attendre le retour du contrôle de légalité. Est-ce que concernant cette délibération annuelle, il y a des questions? Pas spécialement. On passe donc au vote. Qui est pour? C'est tout bon, je crois. C'est unanimité, c'est ça? Ouais, c'est unanimité pour celle-ci. Merci beaucoup. On passe à la suivante. C'est l'indemnité du Conseil du receveur 2018. Là aussi, chaque année, c'est une indemnité que nous vous faisons voter. Elle fixe les conditions d'attribution de l'indemnité donc allouée au comptable du Trésor, celui qui est chargé de fonction de receveur pour les communes. On a donc des relations assez régulières avec la trésorerie. Cela dit, il s'avère que la trésorerie, elle est un tout petit peu moins proche de nous que par le passé. C'est-à-dire qu'avant, on avait une trésorerie à Neuville, maintenant on a une trésorerie à Rieux, avec des gens qui ne se déplacent plus alors que l'ancien trésorier se déplaçait. Cela dit, ils sont fort sympathiques, ils nous aident aussi, peut-être avec moins d'intensité que les années précédentes. Comme c'est une année un petit peu de test, on vous propose, contrairement aux années précédentes, de fixer à 75% et non pas à 100% le taux de l'indemnité demandée, allouée au trésorier, c'est-à-dire 386,43 € net. Pour mémoire, en 2017, nous avions versé 584,24 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette indemnité pour le comptable du Trésor? Olivier. Oui, comment ça se fait que de 584 on passe à 386 avec 25% de réduction? Voilà, c'était 584 brut et non pas net. Vous avez voté brut. D'où la différence. Tu as fait un calcul brillant. Tu as fait ça de tête ou tu avais compté avant? Oui. Ah, c'est pour savoir. Est-ce que vous avez d'autres? Oui. Mais pourquoi vous avez décidé d'allouer cette année 75 à 100%? C'est en fait ce que j'ai dit juste avant, mais pas de problème, je vous le redis. Parce que les années précédentes, on avait dit 100% parce qu'on avait une qualité de conseil qui était très très bien et le trésorier était à Neuville. Depuis, il y a eu un transfert de la trésorerie de Neuville pour des questions de mutualisation du côté de Rieux-la-Pape. Et notre proximité avec le trésorier est un peu moindre. Ce qui fait qu'on c'est un petit peu plus compliqué de les avoir, même s'ils sont encore fort sympathiques, et que malgré tout, quand on a des soucis, et on en a toujours, ils font vraiment des efforts pour nous aider. Mais voilà, on considérait, partant de ce fait, que c'était pas le service n'était quand même pas tout à fait le même que les années précédentes, ce qui nous semblait intéressant de le marquer en mettant 75%, mais j'espère revenir rapidement à 100% s'il s'avère que les mois qui viennent font qu'on revient à une qualité de service équivalente à avant. Voilà, donc moi je vous dis ce qui se passe au niveau de la qualité de service, ensuite le conseil débat. Sachant que cette personne reçoit des indemnités de
Si seulement c'était que des conseils municipaux. C'est des conseils municipaux, mais également de tous les syndicats qui sont sur le territoire. Oui. Mais bon, voilà, c'est une loi, une vieille loi, qui fait que tout est proposé à chaque syndicat, à chaque conseil municipal, à chaque instance sur le territoire. Et donc, voilà, on vous soumet aussi une petite... Marie-Christine d'abord. Est-ce que vous allez leur justifier la baisse de la location? Bon, on n'a pas à le faire. Maintenant, s'ils me le demandent, je leur dirai. C'est un peu dommage de ne pas joindre d'explication parce que ça peut servir. Ça peut servir. Oui, maintenant leur dire, vous savez, maintenant, avant vous étiez à Neuville et vous faisiez 500 mètres pour venir nous voir, maintenant vous êtes à Rieux et vous vous déplacez plus. Eux, ils le savent, hein, tout le monde, au moment où la trésorerie a été transférée, tous les maires du coin ont râlé en disant, mon Dieu, en matière de services de proximité, on va y perdre. Bah, on est un petit peu perdu, de fait. Mais ils le savent, ils le savaient déjà. Ce ne sera une surprise pour personne. Je trouve ça dommage. Bah, c'est pas une question, je voulais juste dire que cette pratique, quand bien même elle est en vigueur et qu'elle est vieille et qu'elle est une tradition, paraît très, très bizarre le fait qu'une institution de la République verse des étrennes à l'employé d'une autre institution de la République me paraît être une anomalie. Bon, j'ai entendu. Je crois que de toute façon, depuis plusieurs années, à chaque fois, on s'exprime sur ces choses-là. Bon, on partage plus ou moins. Moi, je fais vraiment... Voilà, il y a une loi qui existe, elle propose des choses, il y a des habitudes qui étaient prises. D'un autre côté, par contre, il y a quelque chose auquel je suis très attentif, c'est la qualité des services qui sont apportés par tous ceux qui doivent nous en rendre. Bon, donc je juge à l'aune de ça. Pour le reste, je dois avouer que... Bon, voilà, j'entends les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions? Pas spécialement. Alors, nous allons passer... au vote. Je vous propose de fixer à 75% le taux de l'indemnité allouée au comptable du Trésor, ce qui reviendra donc à une somme de 386,43 € net. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 abstentions. Donc, Jean Cibor, Jean-Philippe Maguet, Valérie Ferrandel, plus pouvoir. C'est ma perte de pouvoir d'achat de cette année. Pardon? Ce sera la perte de mon pouvoir d'achat de cette année. D'accord. On reparlera de la perte du pouvoir d'achat des retraités en dehors de cette instance, si tu veux bien, tout à l'heure. Oui, avec grand plaisir. Je t'accorderai du temps. Alors, on passe maintenant à la principale délibération, je crois, de l'ordre du jour, qui concerne une décision, j'espère, la deuxième et la dernière décision modificative budgétaire de cette année. Je dis j'espère parce que j'ai eu pas mal de surprises tout au long de cette année et que je n'aimerais absolument pas devoir fixer un nouveau conseil municipal juste pour une demande modificative nouvelle au mois de décembre. Voilà, on prévoit toujours une date au cas où, mais j'aime bien ne pas l'utiliser quand c'est possible de ne pas l'utiliser. Bon. Décision modificative budgétaire, je vous en rappelle simplement le principe. En début d'année, nous fixons les uns les autres par notre vote un budget pour l'année. Naturellement, ce budget, par définition, il n'est pas juste, il est faux. Ensuite, il y a le réalisé qui se passe tout au long de l'année et il peut arriver que nous ayons sous-évalué un chapitre, surévalué un autre pour des raisons qui ne sont pas nécessairement dues à la qualité de nos prévisions, mais qui peuvent être dues à un événement totalement inattendu. Alors, il y a un certain nombre ou un nouveau projet que nous voulons mettre en route et que nous n'avions pas nécessairement planifié en début d'année. Voilà. Donc, il y a un tableau qui vous a été transmis et sur lequel je vais essayer de revenir pour vous expliquer un peu la demande de modification, la demande budgétaire modificative qui est soumise à votre vote. Alors, nous souhaitons, dans les dépenses d'investissement à réaliser, faire pour un montant de 82 592,28 € de dépenses qui n'étaient pas prévues. Là aussi, je ne l'ai pas dit, mais je le dis quand même, lorsqu'on parle de dépenses, ce ne sont pas des dépenses supplémentaires, je le répète, ce sont des dépenses en fait, qu'on n'aura pas fait ailleurs et qu'on va plutôt vous proposer de faire à cet endroit-là. Hein. À chaque fois, il n'y a pas de dépenses qui soient supplémentaires, c'est du remplacement. Alors, en ce qui concerne donc ce montant de 82 592,38 € en matière de dépenses d'investissement, il se décompose dans d'autres immobilisations incorporelles. Il s'agit pour 1 000 € de supplément d'équipement au niveau de notre accueil de loisirs, appareils photo, des jeux qui ont été demandés, ce genre de choses. Il s'agit également
au niveau des gorges d'enfer, de travaux que nous souhaitons faire au niveau de l'enrobé. Je ne sais pas si tu veux peut-être dire un mot de plus là-dessus, Cyril, pour décrire ce dont il s'agit. Depuis déjà quelques temps, l'accès au parc des Gorges d'Enfer est difficile puisqu'il y a des ornières prononcées. Donc l'objectif c'est d'ici fin d'année qu'on remette ça un peu de niveau, de manière à ce que les voitures ne s'esquintent pas en accédant au parc. Voilà, c'est juste une petite plateforme avec quelques mètres carrés d'enrobés qui vont être posés. Voilà, prochainement. Point suivant auquel nous souhaitons également procéder, je crois même que c'est déjà fait d'ailleurs, mais voilà, parce que des fois il faut agir rapidement. Nous souhaitons mettre 2467,85 € sur le remplacement de la chaudière du petit centre. On a beaucoup entretenu cette chaudière, mais il n'y a rien à faire, il y a un moment donné, ça s'arrête, et donc il faut la remplacer, c'est fait. Nous souhaitons également en matière informatique mettre 2500 € supplémentaires par rapport au budget qui était déjà. Donc là, il s'agit de mettre une licence d'un logiciel de finance pour vous, David, que nous avons recruté et qui donc, dans le cadre de ses fonctions, a besoin d'avoir sur son ordinateur. Nous souhaitons également mettre, vous en avez eu le détail tout à l'heure, 20 000 € de dépenses en plus par rapport à notre budget initial sur l'installation de caméras. Tout à l'heure, pour les recettes, je vous dirai que nous souhaitons mettre 20 000 € de plus en recettes, puisque nous avons demandé une subvention, qui nous avait autorisée. Enfin, nous souhaitons, et ce n'est pas le moindre, mettre la somme de 53 124,43 € sur un projet d'isolation au niveau de la cantine scolaire. Depuis le début de l'année, au-delà du fait que nous avons eu 20% d'enfants en plus au niveau du périscolaire, de la restauration, etc., ce qui est absolument énorme, nous rencontrons des vraies difficultés dans le bruit que les enfants entendent pendant leur repas. Donc on veut décomposer cet investissement en deux morceaux, mais peut-être que Cédric, tu veux nous en toucher un mot pour nous dire en quoi ça va consister. Oui, voilà. Donc on a effectivement de gros problèmes d'acoustique, de bruit à la cantine qui ont fait que s'amplifier avec, comme disait Renaud, l'augmentation du nombre d'enfants à la rentrée scolaire. On profite de plus commencer par remercier les présents dans le public, Jean-Michel Garnier qui s'est beaucoup investi sur le sujet pour la réalisation du acoustique, la recherche de fournisseurs et de solutions techniques. Voilà, et donc on a pu aboutir à un résultat. Alors il y a une première mesure qui est anecdotique financièrement, mais qui a son importance en termes d'acoustique, c'est que simplement on a mis des bouchons sous les pieds de chaise à la cantine, des bouchons avec un système de feutring qui permet d'éviter des bruits stridents et aigus, notamment en changement de service. Et puis donc une seconde mesure qui elle est plus coûteuse et qui consiste en la pose de panneaux acoustiques au plafond. Donc, ce sont des panneaux qui sont suspendus et qui permettent de diminuer ce qu'on appelle le temps de réverbération, c'est-à-dire l'écho qu'il y a dans la salle, et ce qui va permettre de gagner quelques décibels sur le volume sonore de la cantine. Alors c'est pas une solution miracle, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas régler tous les problèmes de bruit, mais ça va quand même permettre de descendre de quelques décibels, parce qu'aujourd'hui on a vraiment enregistré des niveaux qui sont très élevés. Avec un engagement du prestataire sur la descente des décibels en question, je crois. Hein. Exactement, sur le temps de réverbération, voilà, qui en fait sera diminué de près de 30%. Voilà. Et donc ces panneaux ils vont être mis en place début janvier. Donc, on a mis en concurrence plusieurs fournisseurs et on a retenu la solution qui nous paraissait la meilleure techniquement et financièrement. C'est une entreprise de Genève qui va intervenir. Donc voilà, donc ça va coûter 10 000 €. Ensuite, il y a un budget, alors c'est 3 000 €, c'est pour les tables. On va vérifier quelques mots, remplacement de 8 tables, il me semble. C'est ça. Elles sont commandées déjà. Elles sont commandées, elles ont été reçues la semaine dernière. Et puis donc il reste, si on compte bien, 40 000 €, donc la majeure partie de la somme. Donc ces 40 000 €, ils sont affectés pour éventuellement, parce que la faisabilité reste à démontrer, donc, a priori il n'y a pas de raison contre, mais il faut quand même qu'on s'assure de la faisabilité, on n'a pas encore rencontré les fournisseurs, mais c'est pour la mise en place d'un fonctionnement de type self.
Alors je dis bien un fonctionnement type self, c'est-à-dire que ce n'est pas le self dans le sens où les enfants choisissent leur plat, hein, les plats restent prédéterminés. Par contre, c'est un fonctionnement de type self où eh bien, les enfants prennent leur plateau et prennent leur entrée, leur plat chaud, leur laitage, leur dessert, et vont ensuite s'asseoir et mangent à leur rythme. Et en fait, on a été séduit par ce type de fonctionnement qui a été mis en place à Albigny-sur-Saône. Donc on est allé visiter la cantine, vous avez aussi d'énormes problèmes de bruit, et les résultats sont vraiment impressionnants, aussi bien pour les enfants que pour le personnel. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'un enfant à Saint-Germain, donc il y a 2 services, mais en moyenne, donc il reste 50 minutes à table. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de temps mort liés à l'installation, les temps entre les plats. Voilà. Et à Albigny, un enfant reste entre 15 et 20 minutes en moyenne. Alors, il mange à son rythme, hein, mais Albigny constate qu'un enfant reste 15 à 20 minutes, le temps donc, qu'il mange. Donc, ce qui veut dire 2 choses. Un, c'est que mathématiquement, vous avez moins d'enfants en même temps dans la salle, puisque forcément, vous divisez le temps de présence par 3. Et puis ensuite, les enfants, leur temps, il est vraiment occupé à manger, il n'y a pas tous ces temps morts entre les plats. Voilà, donc vraiment Albigny est satisfait de cette solution. Les enseignants ressentent aussi les bénéfices, c'est-à-dire quand ils récupèrent les enfants à 14h, les enfants sont plus calmes, plus disponibles, voilà, moins de chahut. Donc on souhaiterait mettre en place cela. Donc on va rencontrer des fournisseurs, pareil, il y a des mises en concurrence plusieurs entreprises, pour s'assurer de la faisabilité et puis essayer rapidement de pouvoir installer ce mobilier avec une contrainte pour nous qui est très importante, c'est que donc on a le projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire avec le déplacement de la cantine pour les élémentaires, parce qu'on parle de la cantine des élémentaires, et la condition c'est que bien sûr ce mobilier soit transposable, on va faire un investissement de 40 000 € et puis dans 2 ans le remettre en cause. Donc il faut bien que le mobilier que l'on achèterait soit transposable dans la nouvelle cantine. Et le mobilier concrètement, c'est pour permettre, donc il y a notamment un banc où on peut conserver les plats froids, donc les entrées, les desserts, et puis un banc chaud pour les plats. Voilà. Et puis ensuite il y a un mobilier pour la desserte en fin de repas. Voilà en quoi ça consiste dans les grandes lignes. Voilà, donc avec un objectif de mise en place. Donc c'est une bonne chose qu'on puisse le voter sur le budget 2018. Comme ça, dès qu'on a les fournisseurs et dès qu'on aura fait le choix, on espère pouvoir mettre ça en place rapidement et puis diminuer donc le volume sonore dans la cantine avec vraiment des effets très importants attendus. Voilà pour les 82 000 €, 592 € et 28 92 592 € et 28 centimes sur lesquels, par dépenses d'investissement à réaliser, que nous souhaitons donc mener. En parallèle, il y a un certain nombre de dépenses d'investissement sur lesquelles nous savons que nous ne consommerons pas la totalité de l'enveloppe que nous avions allouée en début de mandat. Donc là, je vous passe peut-être les détails, sauf si vous souhaitez connaître les choses vraiment la finesse, mais il y a un certain nombre de comptes. Sur les autres installations, matériel, outillage technique, on peut enlever 2100 € sans problème. Sur les terrains bâtis, 20 728 € 52 centimes. Sur le matériel de bureau, matériel informatique, 1700 €. Sur les autres agencements, aménagement de terrain, 3200 €. Sur l'installation générale, agencement, 25 000 €. Il s'agit des travaux qu'à l'époque, nous disions que nous ferions peut-être à la Poste, mais depuis, on a dit qu'on faisait un appel à projet, donc on n'aura pas besoin de cette somme. Pour les concessions et droits similaires, on peut enlever 7 500 €, le mobilier 700, les installations générales et l'agencement 5 663 € et 76 centimes, et sur l'opération dépenses imprévues, eh bien, on en prévoira finalement moins que prévu, donc il y a 16 000 €. On peut également récupérer total, et c'est bien normal, exactement le même montant que pour les dépenses d'investissement supplémentaires de tout à l'heure, 82 592 € et 28 centimes. Voilà pour ce qu'il en est. Pardon, je n'ai pas fini sur l'investissement. Il y a également sur les recettes d'investissement à réaliser. On vous propose donc de rajouter 20 000 € sur le compte État et établissements nationaux. Ils correspondent à la subvention attendue de la région si nous arrivons effectivement à l'obtenir. Voilà en ce qui concerne les décisions modificatives budgétaires de l'investissement. Est-ce que concernant cette décision modificative budgétaire d'investissement, je passerai ensuite au fonctionnement, vous avez déjà des questions ou des remarques? Madame Perrindel. Oui, alors c'est pas tellement sur le détail, c'est plutôt sur la demande de pièces complémentaires.
a adressée. Oui. Et donc, pour laquelle on n'a eu aucune réponse. Donc, J'ai rien eu, Valérie. alors, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est M. Maguet. Mais Vendredi soir. Non, justement, je Moi, je m'attendais l'ai à avoir reçu des parce tests, que donc j'ai checké mes mails et j'ai vraiment rien eu. Je suis absolument désolée. on vous l'a adressé aussi, vous aussi, monsieur le maire. Oui, moi je l'avais eu, mais en fait je l'ai tout le temps en copie, sauf que à chaque fois c'est pas moi qui m'en occupe, donc je l'ai vu passer. Je vous confirme effectivement que vous avez envoyé quelque chose. Par contre, est-ce qu'il y a eu un problème sur Je me suis fait samedi matin en me disant. l'adresse est bonne? C'est mairie@saint-germain-mont-d'or, c'est bien ça? mairie@saint-germain-mont-d'or.org. Ouais, ça a retiré sur DGS normalement. Donc normalement il y a une. Eh bien, écoutez, il y a dû y avoir un problème de suite de données. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je peux difficilement Pour vous, l'expliquer. C'est déjà très compliqué sur les documents le jeudi soir, on s'est réunis le vendredi soir. J'entends bien. Et donc vous comprendrez que c'est un petit peu délicat pour nous de nous prononcer sur ces décisions. Alors est-ce que malgré tout, alors parce que là il y a deux possibilités, à partir du moment où vous avez droit aux pièces que vous demandez, vous pouvez très bien dire, comme on n'a pas les pièces, on ne souhaite pas procéder à la demande et au vote. Malheureusement, dans ce cas-là, je serai obligé de convoquer un conseil municipal exceptionnel pour y Non, mais passer. on prendra une position qui nous arrange. Ok, non, mais c'est comme vous le souhaitez, c'est à vous à le dire. Ouais. Parce que sinon je ne procède pas au vote, pour être très clair. On ne va pas faire annuler le vote, mais on prendra la position qui nous paraît être la plus juste. Oui, mais j'entends bien. Mais ça paraît assez naturel. Bon, bah écoutez, complètement désolé, je ne comprends pas ce qui a pu se passer parce que techniquement, l'adresse était bonne, donc je ne comprends pas. Bref, au-delà, est-ce que vous avez malgré tout des questions, ne fût-ce que sur les nouvelles dépenses que nous avons décrites? Juste un rappel simplement, Cédric, il y a une seule salle maintenant, finalement, dans ce projet. Il y a une seule salle. Pour la cantine? Oui. Non, il en resterait deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Finalement deux. Oui, comme on a actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une salle donc, qui n'est oui. pas vraiment une cantine. Elle n'est pas coupée vraiment. Pour les petits et moyennes sections. Non, elles ne sont pas au même étage. C'est vraiment deux salles différentes. C'est pas simplement une salle qui est coupée en deux. Donc il y a une salle qui n'était pas une cantine initialement, mais pour des raisons justement pour les enfants, les petits, pour qu'ils soient quand même plus dans le calme et dans la tranquillité, ils ont une salle qui est dédiée, voilà, pour les petits et moyens. Et donc la cantine scolaire en tant que telle, aujourd'hui, c'est les grandes sections que les élémentaires. Donc alors peut-être que les élémentaires vont migrer vers la nouvelle cantine, qui va être créée dans le cadre du projet, du gymnase, et la cantine actuelle sera utilisée par les petits. D'accord. Et donc les petits, eux, bénéficieront des panneaux acoustiques, voilà, parce que de toute façon, que ce soit les petits ou les grands, ça permettra toujours d'améliorer l'acoustique de la pièce. Par contre, pour les petits, il n'est pas question de mettre en place un système de type self, qui n'est pas adapté pour les petits, ils ne sont pas capables de porter des plateaux, donc on gardera un service à table. C'est pour ça qu'il faut bien que le mobilier que l'on va acheter, on puisse le mettre dans la nouvelle cantine. Je ne sais pas si c'est clair. Si, voilà. très bien. Voilà. En termes de répartition entre ces deux groupes, il y en a combien dans chaque? Je ne me rappelle plus, on a dû le dire. Mais... Alors aujourd'hui, les petits moyens, ils sont combien? 80 à peu près? 70-80. 70-80. Et Petite section et moyenne petite section et les moyenne grandes sections section. sont ISCP. Voilà. Et après, sur les grandes sections élémentaires, il y a On a combien? 150 à peu près? On a 2 fois 100. 2 fois 100, ouais, donc ça fait 200. Donc 80 chez les petits moyens et 200 pour la cantine principale. Et sachant d'ailleurs pour le conseil d'école, il y a une demande qui est tout à fait recevable, c'est de dire quand on va donc avoir ces deux cantines, finalement on pourrait remettre les grandes sections avec les petits moyens pour avoir une cantine maternelle, puisque la salle finalement elle sera suffisamment vaste, et avoir les élémentaires dans la nouvelle cantine. Les tables seront trop hautes. En termes d'acoustique, ça fait finalement 30 enfants d'un côté et 70 de l'autre, si j'ai bien compris. Avec le roulement. Si on installe. Non, tu dis il y aura 3 fois moins de bruit, puisqu'il y aura un roulement d'enfants. Bah oui. Avec donc, le avec le self. En moyenne, il y aura 70 enfants dans le deuxième groupe et 25 dans le premier. Par rapport au fait qu'on passe au système 7. Non, le fait qu'il y ait plus d'acoustique, enfin le fait qu'on passe au. Pas l'acoustique, qu'on passe au self. Il y a une plus grande rotation, effectivement. Il y a une grosse rotation, donc tu disais, ça divise le nombre par 3. C'est ça. Aujourd'hui, il y a 2 services et on passerait peut-être à 5 ou 6 services. Voilà. Voilà, ce serait des services, on tablerait sur 40 minutes pour avoir de la marge. Donc ça ferait 5 ou 6 services. Après, les petits jeunes est en train de regarder
comment ça peut fonctionner de façon pratique. Mais c'est ça, l'idée c'est qu'il y aura une plus grande rotation. Donc il y a une rationalisation en termes de temps passé à manger. On en Oui. vient à un système collège. On sait que les enfants passent trop peu de temps assis à table. Donc moi, j'émettrais des réserves sur ce projet. Le fait que les enfants restent trop longtemps à table, Ne reste pas assez longtemps à table. Oui. 15-20 minutes, c'est le temps qu'un collégien passe pour manger. C'est nettement insuffisant. Et ce temps qui n'est pas passé à être à table, il est passé à être où? alors justement, alors après je suis pas pédagogue, je suis pas un expert, mais je suis pas d'accord. Mais bon, après c'est des avis personnels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement où il passera son temps, ce sera dans la cour de récréation, en été, au printemps, et puis dans le gymnase quand les jours de mauvais temps. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors après, quand tu dis qu'il passe pas assez de temps, sur quoi c'est basé? Voilà, en tout cas, je suis en train de. Oui. Sur la piste circulaire du ministère de l'Éducation nationale de 2001, qui disait que le temps minimal recommandé à table pour des collégiens, donc même pas pour des enfants de primaire, était de 25 minutes. Donc là, on entend parler de 15-20 minutes, on est quand même largement en dessous. J'ai tombé sur une étude aussi qui démontrait que les enfants qui restent moins de 20 minutes à table mangent significativement moins de fruits et de légumes que ceux qui restent plus de 20 minutes à table. Donc je pense qu'il y a toute une question à creuser de ce côté-là. Non, mais vous avez raison. Maintenant, entre 20 minutes et 50 minutes, il y a sûrement un juste milieu. Et en l'occurrence, il y aura toujours la présence des adultes, évidemment. Je veux dire que le gamin qui arrive, qui prend 3 bouchées de son plat principal et qui s'en va en courant, j'espère bien que les animateurs qui seront présents, à un moment donné, lui diront non, tu t'assieds. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas de laisser des restes de partout pour rien. Tu manges tranquillement et puis ensuite tu t'en vas. Donc, la surveillance des adultes fera que les enfants resteront un temps suffisant. Mais ça, c'est sûr, pas 50 minutes, parce que pour le coup, 50 minutes, c'est assez lent. On nous laisse suffisamment de minutes. Est-ce que vous avez d'autres remarques, pardon? Je dirais que là, finalement, c'est le pendant entre le fait de manger sans bruit, avec moins de bruit, et le fait d'avoir à manger plus rapidement. Donc en valeur nette, on peut espérer que ce soit le bruit qui l'emporte. J'espère que ce Sachant qu'on soit bien clair, l'idée c'est pas, les enfants ne sont pas. c'est pas de les tailler. C'est justement, c'est ce qui est intéressant à Albini, c'est que les enfants mangeaient vraiment à leur rythme. Donc on leur laisse vraiment le temps nécessaire. Après c'est le constat qu'ils faisaient en disant un enfant reste 20 minutes. Après, quand il ne mange plus, est-ce que le forcer à rester à table, est-ce que ça a un intérêt? On peut s'interroger. Il ne s'agit pas de les forcer, de leur permettre d'avoir le temps. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on a commencé à voir ça avec les petits jeunes, on ne dimensionne pas sur des temps de service de 20 minutes. D'accord? On est parti sur 30 à 40, mais ça permet déjà d'avoir 5 services. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez dire, d'autres questions à poser? Pas spécialement. J'en passe à présent à la décision modificative budgétaire concernant le fonctionnement. Je passerai au vote de l'une, puis au vote de l'autre. Non, d'ailleurs je ne vais pas faire comme ça. Je vais d'abord faire la décision modificative, j'ai le droit sur la modification budgétaire de l'investissement, parce que comme les votes ne seront peut-être pas les mêmes, je ne sais pas, je préfère agir ainsi. Donc en ce qui concerne cette décision modificative budgétaire numéro 2, qui concerne donc l'investissement, qui y est favorable. Ok, qui est défavorable, qui s'abstient. 2 abstentions, plus pouvoir. J'ai bien compris, Madame Perrabel. 2 abstentions, plus pouvoir. Tout bon? Ok, on passe à présent à la décision modificative budgétaire numéro 2 qui concerne cette fois-ci le fonctionnement. Alors cette fois, nous avons besoin de faire grossir l'enveloppe qui est dédiée aux rémunérations du personnel et aux frais assimilés. Cette enveloppe, dans le budget primitif, était à 1 197 000 euros. Nous souhaitons l'augmenter de 31 000 euros pour la monter à 1 228 000 euros. Pourquoi? Alors déjà, pour pouvoir payer les salaires du mois de décembre et que tout se passe bien. Mais pour quelles raisons avons-nous dépassé cette enveloppe? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est que nous avons un agent qui est en arrêt maladie ordinaire. Il était déjà arrêté assez régulièrement avant, mais en arrêt maladie ordinaire depuis le 21 juin 2017. Il était alors à plein traitement. Il est resté à plein traitement jusqu'au 18 septembre 2017. Puis il est passé à mi-traitement
à compter du 19 septembre 2017, ce qui est logique en cas de maladie ordinaire. Il a épuisé ses droits à congé maladie, il est ensuite passé en disponibilité d'office en juin 2018 avec un maintien de sa rémunération à mi-traitement, ce qui signifie que depuis un peu plus d'un an, il est à mi-traitement. Cet agent a souhaité qu'on puisse démarrer une procédure de mise en retraite pour invalidité, qui nécessite donc d'en passer par la commission de réforme du centre de gestion et que l'agent en question passe une expertise médicale. Lors de cette expertise, l'expert a jugé que l'agent avait en fait une maladie professionnelle et non pas une maladie ordinaire. Là, pour le coup, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ce sont des jugements d'instances qui ne sont pas communales. Hein. C'est le centre de gestion qui en juge, ainsi que les médecins. Sauf que le changement de statut fait que cet agent aurait dû être rémunéré à plein traitement et non pas à mi-traitement. Par conséquent, si cela est confirmé, et nous le saurons dans les 15 jours qui viennent, nous aurons à verser à cet agent un montant qui n'est pas neutre, qui est de plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui n'était évidemment absolument pas prévisible en début d'exercice. Voilà, ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, depuis le mois de septembre, le nombre d'enfants en périscolaire, à la restauration, à l'école tout court, a explosé. On a fait plus de 20%, c'est énorme. Et naturellement, nous devons avoir des animateurs pour s'occuper des enfants. C'est même la loi qui nous impose qu'on doit avoir un animateur pour tant d'enfants au-dessus de tel âge, etc. C'est assez précis. Il a donc fallu, parce que ça aussi, c'était difficile à prévoir, embaucher en plus un certain nombre d'animateurs. Enfin, il y a d'autres dispositifs que nous n'avions pas nécessairement envisagés qui viennent se rajouter au tout. Vous le savez ou pas, mais depuis la Toussaint, nous avons mis en place à l'école ce qu'on appelle un dispositif d'apprentissage pour lequel nous avons embauché 5 intervenants qui prennent les enfants qui en ont besoin à la sortie de l'école à 16h15. Ils ont un quart d'heure pour goûter et ensuite jusqu'à 17h15, donc pendant 3 quarts d'heure, ils sont pris en groupe de travail d'une dizaine d'enfants et chaque intervenant s'occupe d'eux pour voir un peu quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et essayer de l'aider de façon un peu personnalisée. Ça reste des groupes de 10 enfants. Nous avons eu 52 demandes d'enfants, donc on s'occupe de 52 enfants après l'école. Et donc assez naturellement, quand on embauche des intervenants, on les paye, ce qui est bien normal. Nous avons également eu la piscine, où avant les enfants de CP allaient à la piscine, et depuis cette année, les enfants de CE1 y vont aussi. Il se trouve que les créneaux qu'on pouvait prendre démarrent dès le mois de décembre, donc là aussi il y a des embauches. Bref, ceci plus cela, principalement quand même le premier point que j'ai cité, font que nous allons dépasser l'enveloppe que nous avions allouée en début de mandat. Alors, cela dit, je le répète, ce n'est pas de l'argent qui est nécessairement dépensé en plus. Nous ferons le bilan au moment du budget, mais je tiens dès à présent à souligner que sur les 31 000 € de dépassement du budget que nous constatons et pour lequel nous souhaitons avoir une décision budgétaire modificative, on a en fait des recettes en face, parce qu'il est bien évident que lorsque nous payons l'agent à mi-temps ou à plein temps, on a un certain nombre de remboursements de caisse sociale. Donc il n'est pas du tout impossible qu'on ait à faire un chèque dans pas longtemps, mais pour lequel nous aurons évidemment des recettes qui vont aussi arriver en face et qui font que nous avions sous-estimé nos dépenses parce que nous ne pouvions pas faire autrement, mais assez logiquement, nous avions également sous-estimé les recettes qui étaient en face. Donc, nous aurons des recettes supplémentaires pour les remboursements des salaires versés, en tout cas en partie. Second point, je vous ai dit qu'on avait fait plus de 20% au niveau du nombre d'enfants. Donc assez logiquement aussi, il y a des redevances qui sont versées par les parents, nous les avions aussi sous-estimées assez naturellement, et donc il y aura davantage de redevances que ce que nous avions mis dans le budget en début d'année en recettes. Bref, le bilan de l'ensemble devrait être globalement équilibré, mais je vous donne rendez-vous au mois de février probablement sur le budget pour faire le véritable bilan avec des chiffres extrêmement
précis. En tout cas, en ce qui concerne cette décision modificative budgétaire qui concerne le fonctionnement, nous proposons donc de faire grossir l'enveloppe sur les rémunérations du personnel et frais assimilés d'un montant de 31 000 euros que nous prenons dans d'autres postes sur lesquels nous considérons que nous avons un peu surévalué. Et ces postes sont les charges à caractère général pour un montant de 26 500 euros et les autres charges de gestion courante pour un montant de 4 500 euros, le total faisant 31 000 euros. Ai-je été clair? Avez-vous des questions? J'ai été parfaitement clair ou alors je vous ai complètement endormi, c'est au choix. Je vais dire que j'ai été parfaitement clair. Donc, concernant cette décision, cette décision modificative budgétaire numéro 2, mais sur la partie fonctionnement cette fois-ci, qui y est favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions plus pouvoir. Nous passons à présent à une demande de subvention qui est celle de Dièse qui organise les pianissimes et c'est Blandine Brocard qui va nous en toucher un mot. Oui, j'aurais presque envie de vous dire on ne présente plus les pianissimes. Il n'empêche, si on fait un rapide retour sur le 13e festival qui a eu lieu cette année, on est passé à 11 concerts alors que l'année dernière on était à 8 concerts. On a eu une nouveauté qui était le piano en libre accès. Ceux qui vont entre autres au marché du vendredi en fin d'après-midi, ils ont pu non seulement profiter du marché mais aussi des différents amateurs qui s'exerçaient sur le piano. Il y a une fréquentation en hausse de plus de 60% par rapport à l'an passé. Une fête de la musique aussi qui s'ouvre de plus en plus aux grands amateurs. Un dimanche en famille avec des ateliers de danse pour les enfants, donc des concerts, j'allais dire évidemment, mais aussi des lectures sous des arbres. Donc voilà, encore une très très belle réussite pour ce 13e festival. Et pour d'ores et déjà vous mettre l'eau à la bouche pour celui de l'an passé, il va encore y avoir une innovation. L'an prochain, surtout. L'an prochain, pardon. Pour l'an prochain. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils arrivent toujours à trouver des idées. Ils ont décidé de se lancer dans le concert humour. Donc voilà. Tout ça pour dire que cette très belle association et ce magnifique festival qu'on a sur notre commune nous demande une subvention à hauteur de 4 000 euros comme l'an passé. Cette fois. Effectivement, l'an passé c'était également 4 000 euros, donc voilà, ils nous demandent la même subvention, je dirais exactement dans le même sens, hein, c'est la même subvention pour un festival qui ne cesse de prendre de l'ampleur, qui affine toujours ses propositions, et qui, je tiens à le souligner, quand ils avaient l'année dernière, en même temps que la fête de la musique, effectivement, hein, il y avait les pianissimes en haut du village, et il y avait la fête de la musique en bas, on n'a jamais eu autant de gens en bas, en fait après je suis monté, et on n'avait jamais eu autant de gens en haut. Donc c'est assez fabuleux, puisque les deux fonctionnent très bien de concert. Je ne sais pas si on entendait trop la fête de la musique en bas alors qu'on était en haut, mais j'ai pas eu l'impression en plus. En arrivant, mais une fois qu'on était dans l'autre concert. Et c'était bon. Voilà. D'accord. Bon, bah, comme quoi les choses se passent bien. Bref, Dièse nous demande une nouvelle fois une subvention de 4 000 euros et nous y sommes évidemment favorables. Est-ce que vous avez des questions? Juste une petite question, parce que les scolaires sont toujours invités. Absolument, Toujours. tout à fait. Oui, oui, les concerts pédagogiques, ça se passe très bien avec nos écoles entre autres, mais aussi certaines autres écoles du Val-de-Saône. Voilà, l'équipe pédagogique, les enseignants travaillent vraiment très bien en amont et tout le monde est ravi tant effectivement l'artiste des pianissimes qui se produit entre autres à cette occasion que les enfants, les enseignants, ça se passe très très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller y faire un tour. Enfin, moi j'adore aller à ces concerts pédagogiques parce que c'est très très bien monté. D'autres questions? Non, alors nous allons passer. On a Oui. une idée de la proportion de Saint-Germinois parmi les spectateurs, les gens qui participent? Non, alors je le demandais les années passées. C'est très difficile parce qu'ils peuvent avoir un retour sur, j'allais dire, les commandes en ligne avant, voilà, la billetterie demandée en amont. En revanche, quand c'est le jour J, voilà, il n'y a pas moyen de savoir. Donc non, on ne sait pas. La seule chose dont on est certain, c'est que oui, il y a une augmentation de 60% par rapport aux années passées, enfin l'année dernière en particulier. Donc on espère de 60% aussi pour les Saint-Germinois, donc on ne peut pas le Après voilà, démontrer. quand on va y faire un tour, on croise beaucoup de têtes connues.
on voit du monde. Est-ce que les spectacles sont éligibles au pass culture pour la commune? Alors, tout à fait. On avait fait la demande dès l'année dernière, ou même il y a 2 ans. Enfin, dès qu'on avait mis en place effectivement le pass culture, on avait proposé. Le pass tout court. Pardon, le pass tout court. Le pass. On l'avait proposé au Pianissime et en fait il n'y a eu aucun souci parce que déjà eux avaient réfléchi à un système pour avoir une billetterie, je veux dire, facilitée pour les personnes les moins aisées. Donc au contraire, c'était pratique pour eux. Ils savaient que si les Saint-Germinois venaient avec le pass, nous on avait fait entre guillemets le travail en amont et ça leur permet effectivement de présenter Directement appliquer des tarifs intéressants. Très très intéressants. Et donc, est-ce que pour ça, on a des évaluations du nombre de personnes qui utilisent leur pass pour aller assez... Je peux en demander, je pense que c'est possible d'avoir effectivement un retour sur ça, tout à fait. Puis si vous voulez. Tout de suite, je pourrais pas, mais je vais me renseigner, il n'y a aucun souci. D'autres questions? Pas spécialement, alors on passe au vote d'une subvention d'un montant de 4 000 € pour l'association Dièse, qui est pour... Unanimité, c'est ça? C'est bon, unanimité. Merci. Le point suivant, nous l'avons déjà traité tout à l'heure, c'était de la demande de subvention à la région. On passe donc maintenant à la convention métropole de Lyon sur plateforme dématérialisation des marchés publics. Vous ne vous en souvenez plus du tout, mais c'était il y a 2 ans, peut-être 3, je ne sais plus. Nous avons voté le pacte de cohérence métropolitain et le contrat communal qui permettait qu'avec la métropole, nous ayons des modes de fonctionnement un peu différents dans plein de domaines. Il y en avait un qui consistait à dire que la métropole a des capacités à nous aider à mutualiser des choses, voire éventuellement, de préférence même, à réduire les coûts en nous donnant accès, par exemple, et c'est le cas ici, à des outils communs à disposition des communes de la métropole de Lyon. La métropole de Lyon, compte tenu d'une loi récente qui nous oblige maintenant pour les marchés, je crois, de plus de 25 000 €, c'est ça, à dématérialiser ces marchés publics, ça c'est la loi, la métropole de Lyon nous propose un outil pour le faire, où elle nous permet de faciliter la soumission par les entreprises qui seraient intéressées par nos marchés et à une échelle métropolitaine. Donc nos marchés, les marchés que nous passerons maintenant seront bien plus visibles qu'ils ne l'ont jamais été, à améliorer donc la visibilité de ces édits de marché, également à rendre plus efficients les achats de plus faibles montants grâce à la constitution d'une base de données fournisseurs à l'échelle de la métropole. Voilà. Donc la métropole de Lyon nous donne accès à ce nouvel outil, moyennant, et là il y a une erreur dans la convocation, non pas 30 € par an, mais 29 € par an. C'est pas une grosse erreur, mais quand même, vous admettrez que le montant est assez modeste, mais pour établir cette convention avec la métropole, on a néanmoins naturellement besoin d'une délibération qui va nous donner accès à cette nouvelle plateforme de dématérialisation des marchés publics. Qui a quelque chose à dire là-dessus? Question à poser? C'était clair? C'est un plus métropolitain. Parfait, alors dans ce cas-là, et si vous en êtes d'accord, il vous est proposé d'approuver la signature de la convention qui vous était jointe à passer entre la commune et la métropole de Lyon et qui définit donc les modalités techniques et administratives et les conditions financières, 29 € par an, de cette mise à disposition. Qui est favorable? C'est l'unanimité, je vous remercie. Point suivant, cette fois-ci c'est aussi une convention, elle est annuelle et elle concerne la Fourrière SPA. Voilà, j'en entends qui sourit parce que chaque année nous avons des débats là-dessus et ça ne manquera pas cette année encore. La Fourrière SPA, comme chaque année, nous demande de signer, si nous le souhaitons, une convention puisque notre commune ne dispose pas de fourrière communale. Donc, de confier à la SPA de Lyon Sud-Est le soin d'accueillir et de garder les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation sur le domaine public du territoire de notre commune. Cette convention établie pour l'année 2019
est proposé moyennant un montant forfaitaire calculé sur la base de 45 centimes par habitant. Je vous rappelle qu'en 2017, c'était un montant de 35 centimes, qu'en 2018, c'était un montant de 40 centimes, qu'en 2019, c'est un montant de 45 centimes, et qu'en 2020, ce sera un montant de 50 centimes à tous les coups. Enfin, je dis ça comme ça. Voilà, ça monte de 5 centimes chaque année. Cette augmentation tarifaire, après avoir demandé à la SPA, s'explique par une hausse constante des frais de transport, et oui, l'essence coûte cher, les gilets jaunes nous le disent, ainsi que des frais vétérinaires. Et là, si quelqu'un a quelque chose à dire, je vous rappelle que nous avons dans notre conseil municipal une spécialiste du sujet. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour les gilets jaunes, pour l'aspect vétérinaire. Est-ce que vous avez des questions? Combien de fois la SPA est intervenue J'en ai absolument aucune idée. Je l'ai déjà appelé une fois ou deux cette année. Toi, peut-être aussi un peu. 2 fois. 4, ça fait 5. 2-3 fois du côté de là. On va dire une petite dizaine. De toute façon, si on ne le fait pas, il n'y a pas de souci. Il nous faut une fourrière communale. Qui a envie de faire ça dans son jardin? Ouais, ça va être compliqué. Mais on est un peu pieds et mains liés là-dessus, hein, pour être très clair. Il y a une espèce de monopole qui est en face, qui fait un peu comme il veut, et on n'a pas vraiment de choix. Voilà. Alors cela dit, quand on les fait intervenir, je crois qu'il y a un montant plancher. Oui, c'est 45 centimes par habitant. Donc de toute façon, on dépasse le montant plancher des 200 €. On doit leur verser quelque chose comme 1400 €, 1300 €, quelque chose comme ça, avec ce montant-là. Ben, on n'a pas de choix, comme tous nos voisins. Pas d'autres questions? Mais alors, parce que si c'est comme tous les voisins, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions entre les communes alentours pour organiser une fourrière La gestion d'une fourrière, c'est juste si la SPA veut s'en charger, je pense que c'est bien. Franchement, je pense que c'est bien. Parce que ça demande, il faut du personnel 24h/24, donc en coût de fonctionnement, même si physiquement une fourrière, il n'y a pas besoin de beaucoup de terrain, en frais de fonctionnement, ça peut être pas mal. Donc je pense que la SPA le fait, elle demande 45 centimes par habitant. L'avantage de la SPA, c'est qu'elle a une visibilité quand même nationale pour tout ce qui est adoption. C'est-à-dire que c'est bien beau les avoir en fourrière, mais tous les gens pas forcément de propriétaires. Et au moins, on est convaincu qu'ils font leur maximum pour éviter que ce soit la dernière porte. Donc je pense que ça a un coût, mais qui est raisonnable à mon avis. Tu fais bien le millimètre carré ton jardin, toi? Non, j'ai bien un chien. Est-ce que vous avez d'autres questions Est-ce que vous avez d'autres questions sur la SPA? Non, pas spécialement. Alors dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote qui est favorable pour cette subvention à l'attention de la SPA, qui est pour unanimité. C'est vrai? J'en attendais pas tant. Je pensais avoir quelques abstentions. Ça a calmé. Ok. Et il reste encore 2 sujets à traiter, mais je vous propose, comme il est de coutume, d'interrompre la séance pour donner la parole au public venu très nombreux ce soir. 5 plus le progrès. Est-ce que vous avez, mesdames, messieurs, des choses à nous dire? Moi j'ai une question, je voudrais savoir où en est la construction du kiosque sur le pré des Anglais. Parce que j'ai consulté le panneau d'affichage, j'ai jamais vu la demande de permis de construire, alors peut-être que j'ai raté des épisodes. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir le point d'eau et le laisser pour le 13 juillet de l'année prochaine? Non, pourquoi moi? Tu vas en parler? Non mais oh. Ça va se passer entre Cyril et Blandine, là, le débat, hein? Blandine, dis-nous un mot là-dessus. Oui. Non, on est évidemment très loin d'avoir oublié. Tu as très bien regardé le panneau, Martine. Effectivement, il n'y a pour l'instant aucun permis qui a été déposé.
J'allais dire pour la simple et bonne raison, même si ça ne justifie pas tout, qu'on y est très attaché et que les discussions entre nous, entre autres concernant l'aspect esthétique, on va dire, de la scène et aspect auquel tu rajoutes le côté pratique et modulable pour tout ce qu'on est amené à faire, fait qu'un dossier qu'on pensait au départ pas trop compliqué s'avère assez difficile. Si on rajoute le fait que nous sommes en zone bâtiment, bâtiment de France, et là ça ne te dit rien du tout, mais l'architecte des bâtiments de France est un garçon fort sympathique. Là en l'occurrence c'est plutôt une dame maintenant. Voilà. Voilà, c'est donc une dame qui est fort sympathique, mais qui est extrêmement stricte, comme souvent, les architectes des bâtiments de France, sur ce qu'il est possible de faire. Ça aboutit à des allers-retours qui sont très très longs à chaque fois qu'on doit lever le petit doigt pour proposer ceci ou pour proposer cela. Cyril, est-ce que tu veux rajouter un mot à ce sujet qui t'a pris un certain temps? Non. Non, c'est... Oui, non. Le projet avance doucement, on va dire. Le projet avance doucement parce que au sein du conseil municipal, on a différentes... voilà, on n'a pas forcément la même vision des choses. Et puis effectivement, les monuments historiques ne nous aident pas non plus. Je ne veux pas au sein du conseil municipal, parce que si on devait faire ça au niveau du conseil municipal, ce serait terrible. Vraiment. Non, déjà au niveau d'un bureau, c'est compliqué. Au niveau d'un groupe de travail, c'est pas complètement simple. Mais... Donc voilà, c'est vrai que on va le sortir, mais c'est laborieux. On va le sortir, mais c'est bien, oui. On a largement affiné le sujet, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc pour la question du 14 juillet, comment vais-je faire la vaisselle au prochain 14 juillet? Car je la sens bien cette question. Non, on essaiera de faire quelque chose d'un petit peu mieux quand même et d'un petit peu plus pratique parce que je sais qu'à chaque fois c'est un peu la galère. Un peu la galère. Pardon? On jette les assiettes. Voilà. On fera peut-être ça. On va y arriver. Mais on s'envoie. Et puis on est en fin de mandat. Donc, comme on est en fin de mandat, on est fatigué. Il y a le projet d'agrandissement de l'école en même temps. Les réunions se succèdent aux réunions sur tous les projets qui démarrent tous. On en rajoute quelques-uns parce que sinon on ne serait pas content. Donc la cantine en voilà un de plus. Voilà. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Mais on y tient et on va le faire. Absolument qu'on arrive à sortir quelque chose de pratique et de beau. Ce qui n'est pas évident à cumuler les deux quand on inclut effectivement les contraintes urbanistiques. Et le budget. Tu as raison. Parce que quand on a plein de budget, alors ça on fait des choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oh là là. Je propose que je regarde Cyril, parce que je sens que c'est pour lui. Et à l'ensemble du conseil. Allons-y. Pour la énième fois, une énième intervention, je reviens sur un sujet qui est récurrent, c'est au niveau de l'Église. Mon propos va se présenter sous 3 volets. La demande présente 3 volets. Premièrement, nous constatons chaque jour une dégradation des crépis des voûtes de la chapelle Saint-Joseph et la Sainte-Vierge, et également quelque chose qui se manifeste de nouveau, la voûte du chœur. En plus, il y a cette grande estafilade qui est à reprendre. Donc ça, c'est un problème qui est important. Là, nous avons eu une rencontre avec Violaine Savereux, qui est responsable de la commission diocésaine d'art sacré. On s'est rencontré avec une équipe de votre conseil le 7 juin 2018. Et elle nous a recommandé de faire rapidement les réparations avant que la dégradation s'accentue. Je vous rappelle que vous êtes quand même le propriétaire de l'édifice et que nous sommes que les allocataires. Donc il est important rapidement d'intervenir sur ce sujet. Deuxième volet. Il s'agit du chauffage de l'église. Actuellement, nous utilisons chauffage par air chaud pulsé avec un brûleur au fioul domestique. Donc, qui dit fioul domestique, automatiquement, à la combustion, on a de la pollution. On dégage du CO2, du SO2. Dans le cadre de sa politique de sauvegarde de l'environnement, le gouvernement nous taxe sévèrement sur la consommation du gasoil des véhicules
cela le fioul domestique au chauffage, n'est-ce pas? Donc je renouvelle ma demande pour la énième fois de passer la chaufferie en énergie propre, c'est-à-dire au gaz. J'ai regardé au niveau du problème technique, j'en ai déjà présenté le sujet plusieurs fois et j'ai jamais eu de réponse. Il n'y a pas énormément de problèmes techniques, en ce sens que la tuyauterie de gaz passe devant la porte de la chaufferie. Donc il suffit de faire un branchement et de changer le brûleur. Je continue. Il n'y a pas que vous avez dû un gain sur l'entretien du brûleur au niveau de la maintenance. Un entretien d'un brûleur gaz, c'est bien moins cher qu'un entretien brûleur fioul. Deuxièmement, il n'y a pas d'impératif au niveau de la cheminée, elle n'est pas à retuber, c'est une cheminée en tôle. Donc on peut passer un brûleur au gaz. Troisième chose, il faut savoir que la citerne de fioul actuelle, elle est enterrée depuis pas loin de 60 ans. N'est-ce pas? Donc elle est susceptible de subir une érosion par l'extérieur et par l'intérieur. Comme elle n'est pas prévue avec une double enveloppe, on risque d'avoir une perforation dans la citerne actuelle avec une pollution du terrain. Et ça, j'ai une crainte parce que le niveau du fioul il a tendance à baisser en dehors des consommations. Alors, il se pourrait bien qu'on ait déjà sur le terrain un problème. Ok. C'est bon pour les 3 points? Donc voilà, ce que je vous demande, c'est de prendre. Alors, j'ai regardé au niveau investissement, sous réserve que la chaudière puisse accepter le brûleur. Je pense que ça va être possible. Elle n'est pas si vieille que ça. Le brûleur, plus le raccordement, plus les imprévus, moi je pense qu'on pourrait passer dans une enveloppe de 12 à 15 000 euros. Et hein? Bon. La chauffage? Oui, de l'église, uniquement l'église. Bon, je rappelle que les maires des communes aux alentours ont déjà fait, depuis déjà pas mal d'années, le pas. À Quincieux, l'église est au gaz. À Albigny, l'église est au gaz, ainsi que les salles annexes sont au gaz. À Neuville, tout est au gaz. À Florieux, tout est au gaz. À Quincieux, tout est au gaz. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on attend pour continuer à polluer? Alors ce que je vous demande, c'est impérativement de prendre une décision rapide et ce soir, devant tout le conseil, pour vous engager à réaliser cette opération. Non. Ça c'est clair et net. Je ne prendrai pas de décision là ce soir devant le conseil. Bon. Ça ne se passe pas comme ça, les décisions qui sont prises. Ce n'est pas sous la pression d'un coup. Par contre, il y a un certain nombre de choses, effectivement, sur lesquelles il faut qu'on réponde. Le premier truc, quand on parle de Quincieux, d'Albigny, etc., mais sur plein de projets, hein, ils peuvent faire beaucoup plus de choses que nous. Donnez-moi de l'argent, je ferai tout ce que vous voulez. Ensuite, parce qu'il y a des priorités dans tous les projets qu'on fait, il y a des priorités. Alors maintenant, si les montants sont ceux que tu sembles évoquer, il doit y avoir quand même des choses qui sont faisables. Mais là, pour le coup, je vais passer la parole d'une part à Cyril qui doit avoir 2-3 choses à dire sur le premier, le deuxième ou le troisième point, d'autre part à Christophe qui voulait te répondre sur le deuxième point. Cyril, est-ce que tu as des choses à nous dire sur les premiers points? Crépi, voûte, chapelle, chœur, le chauffage de l'église et la citerne de fioul. Alors, concernant le chauffage, alors déjà concernant le chauffage, effectivement, la chaudière actuellement tourne au fioul. Que la cuve n'est plus effectivement à double paroi, donc elle ne respecte pas la législation, c'est une chose. Mais aujourd'hui, effectivement, on a des priorités. On a des priorités et il faut savoir que l'église aujourd'hui est utilisée d'une manière occasionnelle, on va dire, et qu'on a, pour le moment, du moins sur l'exercice 2018, on n'a pas estimé que l'investissement était nécessaire ou indispensable par rapport à l'ensemble des travaux qui ont été déjà réalisés sur la commune et sur les autres bâtiments communaux. Après... D'accord, je suis pas d'accord. Ah bah, mais c'est le premier point. Écoutez-le, s'il vous plaît. Après, voilà. Après, il y a une étude de fait, mais ça, je te l'ai dit, il y a déjà il y a peut-être une dizaine d'années, qui a été faite par l'ancienne municipalité, etc. Et on avait eu le monsieur, comment il s'appelle l'ancien, Franceschini? Non, c'était... Oui, voilà.
qui avait effectivement retoqué a priori l'étude qui avait été faite parce que pour une histoire de bâtiment historique de la tour en périphérie, a priori, ce n'était pas possible de raccorder donc la chaudière actuelle au gaz. Je peux juste faire un commentaire sur ce point. C'est qu'en fait, le projet ne visait pas à changer le brûleur à l'époque. Le projet visait à mettre une chaudière à condensation. Alors, une chaudière à condensation, on ne la tube pas avec un tube vertical, on la tube avec un tube et on ne peut pas avoir une distance disterne-éternelle, si je puis dire, pour aller chercher l'air et pour la rebalancer. Et donc, il y avait forcément à faire un carottage de façade, et c'est ce qu'a refusé les bâtiments de France à l'époque. Je clôt la parenthèse. Non, mais c'est aberrant ça. T'as encore un truc à finir ou pas? Parce que je comprends pas, moi. Oui, Ils font ce qu'ils veulent, les monuments historiques. On a refait le bâtiment, la cette mairie là. Est-ce qu'elle a été faite dans les normes par rapport à la présence de la tour dans le périmètre? Elle a été passée. Ben oui, ça a été fait, mais ça n'a pas été fait dans. On n'a pas eu des autorisations, donc je ne vois pas pourquoi ça bloque. Je pense qu'on se fout en colère. Parce que ça bloque, qu'est-ce que tu veux, il y a des tas de projets. Il y a des tas de projets qui actuellement sur la commune, il y a peut-être des gens qui sont dans la salle qui ont subi les foudres des bâtiments de France, mais quand tu as des avis qui sont refusés, ils demandent aux gens de modifier. Donc à partir du moment où tu n'as pas de solution technique et que tu ne peux pas l'envoyer loin, ici là, dans la cour, tu as un truc qui ressort derrière la cour, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est le tube du chauffage, c'est le maximum que tu peux déporter une soupape. Dans ces cas-là, si l'équipe technique fait venir un plombier et tu lui demanderas de vérifier, tu verras, il ne dira pas la même chose qu'on a eu nous. Hein. C'est ce que je te dis. Manifestement. Mais après, si on veut mettre. C'est de la mauvaise volonté à vouloir faire quelque chose. Non, je crois pas que c'est plus dur que ça. Déjà, sous l'ancien, avec l'ancien conseil, c'était déjà comme ça. Alors, peut-être quand même qu'on arrive un jour à déboucher sur quelque chose de positif. Mais on va peut-être déboucher sur quelque chose de positif, mais déjà, c'est pas en disant qu'on y mettrait de la mauvaise volonté, parce que je suis pas certain que les gens que j'ai autour de moi mettent de la mauvaise volonté, mais dans quoi que ce soit. J'aurais quand même revenir juste sur le point financier, parce que on me dit on veut 15 000, machin, etc. Moi j'ai appris il y a 4 jours, 5 jours, la fameuse réunion d'agrandissement de l'école, on a commencé à me donner un véritable budget très affiné de ce qu'on souhaite faire. Là c'est pour agrandir l'école, hein. C'est-à-dire que l'urgence, elle est juste absolument monumentale. Hein. On le sait déjà au niveau de la cantine, mais on le sait aussi au niveau des classes, on arrive à saturation. On avait prévu, on espérait 1,5 million, hein, en mettant le mouillé, on en est à 2 400 000. 2 400 000 euros. Et moi j'ai une commune que j'ai récupérée qui était dans un état financier juste lamentable. Donc aujourd'hui tous les sous, je les regarde de près. Chacun d'entre nous s'investit énormément pour essayer de ne pas faire appel à quelqu'un qui fait des études, etc. Pour le faire nous-mêmes avec des émoluments que les uns et les autres touchent qui sont juste risibles. Donc pardon, mais je ne peux pas t'entendre quand tu dis « ouais, mais on ne fait pas les efforts, et puis on n'attache pas les machins, etc. » Ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on peut, et ce n'est pas tous les jours simple. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, jusqu'ici, ça n'a pas été la priorité. Et il y a plein de choses comme ça qu'on repousse parce qu'on n'a juste pas le choix. Pas par question de mauvaise volonté. Absolument pas. Voilà. Alors, moi ce que je te propose, parce que apparemment tu as commencé à creuser un peu le sujet, tu nous lances 10 à 15 000, j'imagine que tu as essayé de regarder un petit peu ce dont il s'agissait. On fait une réunion, on l'a fait avec Cyril, on regarde ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, et puis ensuite on soumettra au bureau si effectivement il y a des choses qui peuvent être faites, peut-être pas tout, peut-être pas les 3 points, peut-être un des 3, on verra. Et c'est évidemment pas moi qui aujourd'hui te dirai on fera le projet, ce sera le conseil municipal qui le fera au mois de février prochain, lorsqu'on soumettra au budget les opérations qu'on souhaite mener. J'insiste quand même sur la priorité du premier volet quand même. Celui du crépi, de la voûte, chapelle et chœur. Mais de toute façon, c'est jamais marrant, effectivement, de ne pas faire quelque chose qui va nous coûter encore plus cher dans 1 ou 2 ans si ça se dégrade. Je le sais bien, je le sais bien. Mais dis-toi bien qu'il n'y a vraiment pas de mauvaise volonté de notre côté. Vraiment pas. Pour les voûtes, c'est vrai que ça traîne, mais ça représente quand même un budget important. Nous, on a géré entre guillemets la priorité, c'est-à-dire la réfection de la toiture. Donc je fais intervenir, dès qu'il y a un coup de vent, etc., je fais intervenir une entreprise pour remettre les tuiles ponctuellement, etc. Après, effectivement, on a fait venir une commission qui nous a donné un certain nombre de conseils, etc.
je ne vous cache pas, je te cache pas que je n'ai pas eu le temps de travailler dessus voilà, derrière. Mais je sais aussi qu'elle nous a mis en relation, elle nous a donné quelques noms d'entreprises, mais c'est des entreprises qui ont un vrai savoir-faire sur des bâtiments de ce type-là, mais avec des coûts correspondants aussi. Et donc c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai, Renaud a indiqué, donc Monsieur le maire a indiqué, effectivement, malheureusement, le groupe scolaire sera probablement prioritaire ces prochaines années. Voilà. On verra, ça n'empêche pas de faire des Mais investissements à droite à gauche. on peut va essayer de voir. regarder. On verra. Est-ce que vous avez d'autres questions, manifestations d'intérêt sur tel ou tel sujet? Je voulais dire que si on vidait la cuve, il faut l'enlever aussi. On ne peut pas la laisser vide. Hein, Il faut la dégazer. Il faut la dégazer, ça La coûte dégazer. aussi très cher. Mais ça coûte très cher. Voilà. Exactement. Donc c'est Oui, à mais bon, prévoir dans je le budget. fais ça chez moi, je fais pas. La cuve. Oui, mais ça. La dégazer. Pourquoi la dégazer? Effectivement, elles sont propres, leur entretien. Ok, bon, si vous n'avez pas d'autres soucis. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la cantine. Ouais. Le sujet évoluant, c'est ça. Mmh. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un animateur qui a insulté des enfants, qui les a traités de petits cons, qui leur a dit qu'ils pouvaient toujours apporter ça à leurs parents. De toute façon, il avait le soutien de sa hiérarchie. Des enfants ont ensuite été pris individuellement pour qu'on leur explique que cet animateur-là, sa femme était au chômage, que si ils en parlaient un peu trop, il pourrait lui aussi être au chômage et que ça allait compromettre sa famille avec leur bébé. Je pense que ce genre de pratiques ne sont pas vraiment acceptables. Et ça, c'est un peu la pointe émergée de l'iceberg, parce qu'il y a eu d'autres enfants qui ont été punis parce qu'ils parlaient pendant la cantine, je parlais en plus, et j'ai l'impression que l'encadrement pendant le temps méridien n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Ouais. L'animateur a été reçu par Mathurin, parce qu'effectivement il y a évidemment une explication, parce qu'on a reçu le mail effectivement d'un parent. Il a effectivement dit qu'il n'aurait jamais dû dire ce gros mot, qu'il s'en excusait, et d'ailleurs il a vu les enfants après avec Mathurin, c'était pas individuellement important, enfin, c'était en groupe, ils étaient ensemble, il a regroupé les enfants. Il leur a effectivement présenté ses excuses pour avoir dit petit con, effectivement, qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Il a essayé d'expliquer effectivement ses dires, mais Mathurin effectivement voulait clarifier la situation avec ses enfants, pas en individuel mais en groupe, pour expliquer effectivement ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais voilà, au niveau petit con, ça c'est sûr, il a vraiment regretté. Après, effectivement, il a puni les enfants par rapport au bruit qu'il y avait dans la cantine. Alors, j'y étais pas, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé exactement. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de bruit dans cette cantine, que tous les enfants quand même ne sont pas sages. Donc effectivement, parfois il y a des punitions. Maintenant, sur cette punition, je n'en sais pas plus, parce que je n'y étais pas. Par contre, effectivement, on a le conseil Actigène lundi prochain, on va rencontrer les associations de parents d'élèves, et j'ai demandé en fait à tous les parents de m'expliquer, parce qu'effectivement, j'ai eu plusieurs parents qui m'en ont parlé, en me disant que leur enfant soit voulait plus aller à la cantine, ou avait peur effectivement de dire ce qui se passait à la cantine, enfin voilà, ils voulaient pas que ça se passe mal aussi avec leurs parents, avec les familles. Donc on va voir tout ça la semaine prochaine avec le conseil Actigène, et on va essayer de trouver des solutions. Mais là, pour cet animateur, effectivement, il a été reçu dès le lendemain qu'on a reçu le message pour avoir une explication avec Mathurin, effectivement. Si je peux compléter, sans parler du cas particulier que tu as évoqué, mais c'est vrai qu'il y a une tension vraiment globale et qui pèse sur tout le monde, on le ressent aussi en tant que parent. Et c'est pour ça, je veux dire, par rapport, je ne comprends pas les réticences que. Parce que tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est justement pour aussi
Parce qu'il y a effectivement des trucs que les animateurs ne devraient peut-être pas avoir dans ce cas présent, mais il y a vraiment cet effet sonore, ce problème de bruit qui fait qu'on arrive à. Comme tout à l'heure tu disais, ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer en partie. C'est-à-dire quand on a eu une réunion avec les fédérations de parents d'élèves, ce qui était assez intéressant, c'est que beaucoup de critiques auprès des animateurs pour le temps du midi. Et après, quand on pose la question, le périscolaire, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est-à-dire, je veux dire, le périscolaire le soir ou pendant les vacances. C'est les mêmes animateurs. C'est les mêmes animateurs. Donc on est quand même convaincu, on se dit, après, là on est vraiment dans un mauvais engrenage, et en se disant, si on a quand même des problèmes, je ne comprends pas les réticences par rapport à la mise en place d'un CED. Que vous avez fait Qui sont faites en disant, les enfants vont rester moins longtemps à table, je ne sais pas si on mesure bien les enjeux, parce que là il y a vraiment une situation qui est vraiment critique, et du coup je me dis, on a même quand même des solutions où ça va permettre d'améliorer ça va changer totalement le contexte. Ça change totalement, parce qu'on sait que les panneaux, les panneaux acoustiques, ça va améliorer un peu, mais ça ne va pas révolutionner. Autant le self, est-ce qu'il y a une meilleure solution à tirer à court terme? Alors, je peux avoir ça comme une réticence, et je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème, et tout ce qui peut être entrepris pour essayer de résoudre ce problème est accepté avec bonheur. Mais non, je voulais juste pointer qu'il ne faudrait pas, en essayant de résoudre un problème, en amener d'autres. Tu parlais d'enfants qui passent un quart d'heure à table. Je pense qu'un quart d'heure à table, c'est apporter d'autres problèmes et que c'est pas ça qu'il faut viser. Mais comme Renaud le disait, entre 50 minutes et un quart d'heure, c'est ça. Mais je pense que viser un quart d'heure, 10 minutes et présenter ça comme étant un argument, c'est pas convaincant. Tu m'aurais dit, les enfants vont maintenant passer une demi-heure ou 50 minutes, j'aurais applaudi. Mais si il s'agit de réduire au maximum à des temps. Cédric a sorti ce chiffre simplement parce que c'était l'école d'Albini qui avait constaté ce temps-là. J'entends bien, mais du coup je le. C'est pas une règle qu'on s'appliquera, évidemment. J'entends bien, mais du coup je le relevais et je pointais le fait que. Bien compris. Faut pas. Mais c'est-à-dire que globalement, mais j'entends bien qu'il y a un sur problème, ce temps, et j'entends bien qu'il y a un effort. Mais la solution, ça vous paraît quand même intéressante. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, voilà, c'est bien. Tout à fait. En ce qui concerne les animateurs et les problématiques qu'on peut rencontrer avec eux, comme n'importe quelle problématique qu'on peut rencontrer avec du personnel, elle est traitée et elle sera traitée de bonne façon, avec rigueur, et je m'en porte garant. Donc là, effectivement, Valérie a rencontré la personne en question, Mathurin, des excuses ont été faites. Cela dit, on reste évidemment à l'écoute des parents et des problèmes qu'il peut y avoir. Le conseil des petits jeunes a été créé aussi pour ça, pour que les fédérations de parents d'élèves puissent s'exprimer régulièrement. S'il y a des décisions à prendre, elles seront prises. N'en doutez pas un seul instant. Sur la gestion du personnel, j'en suis en l'occurrence directement responsable, et donc je prendrai ce qu'il faut prendre comme décision. Alors, pas de souci. Oui, Marie-Christine. Je voudrais poser une question. Comment se fait-il qu'avant de recourir aux instances, les parents n'aillent pas voir directement d'abord la personne concernée? On voit ce qui se passe. Et après, on peut aller cafeter. Non, mais je pense que certains le font, voilà. Puis d'autres peut-être moins, j'en sais rien. Ou alors ils en entendent parler à des moments où ils ne viennent pas chercher leur enfant rentre tout seul, ils en entendent parler après. Donc je ne sais pas t'expliquer. Il y en a certains qui viennent directement, ça se traite avec eux, mais voilà. 80% des instituteurs qui disent ce ne sont pas les enfants qui nous posent ceci, ce ne sont pas les enfants qui nous embêtent, ce sont les parents. Oui, bon. Ça peut être aussi le cas, mais je ne ferai pas de généralité dans un cas comme dans un autre. Est-ce que vous avez d'autres choses? J'aimerais bien reprendre la séance. Nous avons encore 2 points. Tout bon? Allez, c'est parti, on reprend la séance. Point suivant, notre ordre du jour, convention d'objectifs et de moyens, musique et culture. Blandine Brocard va s'exprimer, en sachant, je crois, que c'est exactement la même convention d'objectifs et de moyens qu'on propose. C'est ça, Blandine? Oui, et je vais laisser la parole à Christophe. Et bien sûr, c'est Christophe. Oui, c'est la dernière fois que c'est vrai qui m'en occupait, donc comme les choses changent. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un truc jaune, c'est marqué Blandine Brocard. En général, ça veut dire celle qui parle. On s'est arrangé entre nous, tout va bien. Ah bah voilà. On t'écoute, Christophe. Donc, les associations de la commune demandant des subventions sont engagées à contracter une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec la commune. Et l'association Musique et Culture a également contracté une convention il y a 3 ans, et ces conventions ont une durée de 3 ans, donc on est au bout de la convention. Donc il faut la relancer.
Il est proposé de la relancer exactement dans les mêmes termes que ce qui était proposé il y a de ça 3 ans. Et ce que je vais faire rapidement, c'est vous faire un retour de ces 3 ans de convention, puisque dans la convention, il y avait l'obligation, un certain nombre d'engagements de la part de l'association sur la pratique d'une évaluation qualitative et quantitative des actions qui sont menées, de la transmission évidemment d'un bilan financier et moral qui est voté en Assemblée générale de manière annuelle, l'adoption d'un cadre budgétaire et comptable conforme aux modalités des établissements, des comptes annuels, des associations et fondations, et puis également à un engagement moral de participer à des activités de la commune. Donc je vais rapidement vous faire un bilan, mais extrêmement court, si vous avez besoin des... Non, mais je ne sais pas si je vais être court. Vas-y, je t'en prie. Maintenant que tu m'en parles. Donc 2014-2015, l'association comptait 89 adhérents, avec un ratio à peu près 70% enfants et 30% adultes. Ce ratio enfants-adultes est toujours à peu près le même au cours des années. Il y avait 9 instruments proposés, il y avait 5 ensembles qui jouaient sur l'école et il y avait 8 professeurs. 2015-2016, 119 adhérents, toujours à peu près le même ratio enfants-adultes, 70%. 8 instruments, 5 ensembles et 7 professeurs. 2015-2016 était une année de transition et il y a l'ancienne membre du conseil d'administration de musique et culture à la salle, Martine Perte, que je remercie pour avoir porté avec Maryse l'école pendant une dizaine d'années avant que de nouveaux bénévoles s'occupent de l'école. Et merci à toi Martine pour l'avoir eu fait. 2016-2017, 97 adhérents, 9 instruments, 5 ensembles, 7 professeurs. En gros, l'école est toujours à peu près dans les mêmes eaux. Ce qui est remarquable, parce que si vous vous promenez dans le Val-de-Saône, c'est loin d'être le cas de partout. Vous avez des écoles qui sont en pleine hémorragie, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir continuer à fonctionner. Et il s'avère que cette école avait un mode de fonctionnement qui était sain, et donc ça lui a permis de passer un cap difficile, et on est en train de passer le deuxième cap difficile avec les baisses des subventions, mais ça devrait quand même pas trop mal se passer. C'est un rééquilibrage des subventions. Donc l'association s'était engagée à participer à différents événements sur la commune. Donc 2014-2015, elle a participé comme d'habitude aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Elle a également organisé des auditions pour les élèves, donc il y en a eu 3 d'organisés. Et puis elle a également organisé la fête de la musique en 2015. Également un événement, un des groupes de l'école a également été demandé à Bourg-en-Bresse pour participer à des concerts. 2015-2016, le nombre d'événements a augmenté, de 7 on est passé à 11. Toujours la même base, les commémorations, la fête de la musique, les auditions, mais également des concerts de chorale. Et également, ça a été le début des organisations de concerts de jazz, soit au Yole, soit au TAN, pendant cette année-là. Et il y a eu 3 événements en dehors de la commune. Des groupes sont encore allés jouer à l'extérieur de l'école pour différentes organisations. 2016-2017, 10 événements, toujours les mêmes, concerts de jazz, participation, commémoration, et également les auditions et différents concerts par-ci par-là. L'association devait également s'engager à faire une gestion la plus saine possible des finances, et également aller chercher des sponsors, ce qu'elle a fait. Donc elle a obtenu des sponsorings de timoniers pour pouvoir permettre de faire des investissements dans l'école. Elle s'est toujours engagée, et elle le fait chaque année, à nous présenter des comptes sincères et en toute transparence. La commune s'est engagée par ailleurs à gérer le déficit structurel qui est lié à l'activité, puisque les écoles de musique ne sont jamais excédentaires, toujours déficitaires. Et en revanche, il y a eu toujours un détail précis qui était donné quant à l'explication du déficit structurel, et on n'a jamais vu de déficit structurel qui n'était pas expliqué. La subvention de la commune couvre donc ce fameux déficit structurel qui est classique de ces structures. L'école a investi dans l'entretien de ses équipements et dans de nouveaux équipements conformes à la politique qu'elle avait décidé de faire, c'est-à-dire développer les groupes de musique. L'idée étant de se dire, l'objectif n'est pas de jouer de la musique tout seul, c'est de jouer de la musique en groupe. Donc il y a eu un effort de fait pour continuer à faire vivre les groupes existants, en créer d'autres. Et là, pour la première fois cette année, il y a 2 groupes qui se sont individualisés, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le giron de l'école en termes d'encadrement avec les professeurs et qui se sont individualisés et qui sont en répétition autonome. Et donc, ils utilisent une des prestations de l'école qui est la mise à disposition de la salle.
Et donc on a donc 2 groupes, ce qui en fait 3, puisqu'on a un groupe qui existait déjà dans ce format-là avant. Et il y a des demandes de la commune, de personnes de la commune qui ont des groupes de musique et qui ne trouvent pas de salle de répétition, parce que dans le Val-de-Saône, vous ne trouvez pas d'équipement qui soit de cette qualité-là, c'est-à-dire sonorisé, où vous pouvez vous enregistrer, etc., etc. Voilà. Donc, globalement, la commune est satisfaite des relations qu'elle a avec l'école de musique, donc on ne voit pas de raison de ne pas renouveler comment ça s'appelle ? Cette convention d'objectifs et de moyens. D'objectifs et de moyens. Et j'aimerais vraiment remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont rapprochés de l'école. Il y a eu, je crois, 4 nouvelles personnes qui sont entrées au conseil d'administration. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, je vais les remercier, puisque autant le faire. Donc, il y a Fanny Messonnier, il y a Madame Diaz, il y a Stéphanie Terrier, il y a Arnaud, il y a Hélène Partageau aussi qui nous a aidés. Eric Bardou et Christelle Boussard qui se sont investis dans l'école et qui permettent aux événements de se faire en bonne intelligence et puis un peu moins fatigant, puisque ça évite d'avoir tout qui repose sur les épaules de 2 ou 3 personnes. Voilà, si vous avez des questions. Non. L'exposé était complet. Ouais. Oui. On a bien fait de faire la présentation maintenant. Est-ce qu'il était assez long? Non. Il était trop court. Je peux en rajouter un peu? C'est court. Non, c'est ça? C'était très bien. C'était très bien. Pas d'autres questions? Eh bien, convention d'objectifs et de moyens. Ça demande un vote, hein? Oui. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de passer au vote pour m'autoriser à signer la nouvelle convention d'objectifs et de moyens, qui sera donc identique à la précédente, mais qui pourra permettre de porter cette relation que nous avons avec l'école de musique jusqu'au 31 décembre 2021, donc au-delà de l'achèvement du mandat de notre propre équipe, ce qui permet d'assurer aussi des transitions, c'est plutôt pas mal. Qui est favorable? C'est l'unanimité. Je vous remercie. Dernier point à notre ordre du jour, il s'agit de la reprise d'un certain nombre de concessions au cimetière. Considérant que les concessions en question ont plus de 30 ans d'existence et que leur état d'abandon a été constaté à 2 reprises à 3 ans d'intervalle, le dernier procès-verbal de constat datant du 18 octobre 2018, c'était il y a un mois, dans les conditions prévues par l'article R 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté de reprendre les concessions en état d'abandon. Il va vous être demandé de m'autoriser à reprendre les dites concessions au nom de la commune et à les remettre en service, le cas échéant, pour de nouvelles inhumations. Les remettre en service, pour être très clair, c'est ouvrir forcément et faire ce qu'il y a à faire avant de les remettre en état pour que d'autres puissent y reposer. Bon, un petit point là-dessus pour détailler un peu les choses. On sait que dans cette commune, il y a pu y avoir par le passé quelques difficultés qui sont même remontées jusqu'à la presse sur le traitement des concessions. Il y avait eu une légère erreur qui avait pu être faite il y a longtemps. Et donc, personnellement, ça m'avait un peu frappé à l'époque. Donc, autant vous dire que je suis d'une méfiance sur ces questions-là qui est énorme. Donc, il y a un certain nombre de concessions qui sont larges. Je ne sais pas combien, 30, 40 45 concessions. Ce qui va vous être proposé, c'est oui, de les reprendre. Il y en a certaines concessions pour lesquelles nous avons signature de la famille qui nous autorise à les reprendre. En clair, qu'ils ne veulent plus les entretenir. Il y en a d'autres où, comme souvent, il est assez difficile de retrouver les personnes, enfants des de ceux qui reposent en haut dans le cimetière. Nous souhaitons récupérer les concessions pour les entretenir. Parce que nous considérons dans ce cimetière qu'il y a énormément de concessions qui aujourd'hui sont absolument pas entretenues et que ça donne une image de l'ensemble qui n'est pas extraordinaire. Voilà, donc on veut reprendre les concessions pour pouvoir les entretenir. Mais il n'est, en tout cas, à mon sens, aujourd'hui, pas question une seconde de les reprendre effectivement, tant que je n'aurai pas une garantie totale, complète, qu'on ne prend pas, qu'il n'y a pas de danger, qu'on ne va pas se retrouver avec une famille un jour qui va venir nous voir pour nous dire où est notre parent. Par conséquent, je ne me contenterai pas simplement de la loi qui me dit ça fait 3 ans que personne n'est venu et vous l'avez constaté, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, monsieur le maire.
J'ai bien l'intention qu'on fasse des recherches, éventuellement même généalogiques, pour avoir un oui formel d'une famille de quelqu'un qui nous dira c'est bon, vous pouvez reprendre. Voilà, donc il s'agit bien de reprendre les concessions, mais il ne s'agit pas de sortir les corps, sauf éventuellement, et encore le jour où on n'en aura pas besoin, parce qu'aujourd'hui on en aura besoin, parce qu'aujourd'hui il y a de la place, ce jour-là, alors se posera la question de la reprise du corps, et pas avant. Voilà, est-ce que j'ai été court et clair? Court et clair. Est-ce que vous avez des questions sur cette question de reprise des concessions? Oui? Une question budgétaire, du coup, l'entretien, c'est chiffré à combien? On ne sait pas, on le fera de toute façon très progressive, et il y a plein de choses qui sont parfaitement simples et qui peuvent être faites avec nos propres personnels. Je crois que tu as un truc à dire là-dessus. Pour être encore plus intéressant, c'est qu'en fait, le fait de les entretenir va nous faire moins de travail. Parce qu'une partie des problématiques de l'entretien du cimetière est liée à l'ancien cimetière, celui qui est le premier et qui est complètement gravillonné. Et celui-ci est long à désherber. Et en fait, la raison pour laquelle il faut le désherber aussi souvent, c'est parce que sont mitées un peu de partout dans ce vieux cimetière des tombes abandonnées sur lesquelles poussent les mauvaises herbes, et après les mauvaises herbes vont aller se planter dans les allées. Et en fait, à partir du moment où on pourra les couper, donc ce sera extrêmement simple, c'est un coup de rotophile quand on passe, ça évitera d'avoir de la graine. Et par ailleurs, on a commencé à mener une action pour l'arrière des tombes, les recimenter de manière à éviter d'avoir de la pousse à l'arrière des tombes. Donc au final, on n'aura pas beaucoup plus d'entretien, on ne l'aura pas au même endroit, et c'est que surtout en termes de qualité, je pense qu'on doit au minimum ça à nos anciens, qui reposent là-haut, et aux familles quand ils vont les visiter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas spécialement, je vous autorise Vous donc. le faites qu'avec l'avis de la famille. Qu'avec l'avis de la famille. Non. On reprend l'ensemble des concessions dont la liste figure sur la convocation qui vous a été envoyée. Ces concessions, on les reprend parce que depuis 3 ans, nous avons constaté, il y a 3 ans et il y a 1 mois, que ces concessions étaient en état d'abandon. Sur ces concessions, il y avait un message permettant à qui passait de dire que nous avions l'intention de reprendre ces concessions. Bref, on respecte la procédure légale. Au-delà, à partir du moment où nous les reprenons, nous en devenons propriétaires. L'avantage, c'est que nous avons le droit de les entretenir puisque nous sommes propriétaires. Pour certaines d'entre elles, nous avons également le droit, acté par la famille, c'est-à-dire écrit, de récupérer effectivement cette concession, et par conséquent, si demain il fallait, parce qu'on en a besoin, d'y faire reposer un nouveau corps, alors nous procéderions au retrait du corps qui y est. Si tel n'est pas le cas, si je n'ai pas cet écrit, nous ferons les recherches qui vont bien, on prendra un stagiaire, ça prendra le temps que ça prendra pour avoir un acte écrit, autant que faire se peut aussi, si dans 10 ans on n'a toujours pas d'acte écrit parce qu'avec les recherches généalogiques on n'y est pas arrivé, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais aujourd'hui on n'est pas sous pression. La seule pression qui s'impose à nous, c'est d'entretenir ce cimetière. Voilà pourquoi on fait la reprise de ces concessions. C'est clair ? Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc je vous propose de m'autoriser à reprendre les dites concessions au nom de la commune et à les remettre en service, le cas échéant, pour de nouvelles inhumations et aux conditions que je vous ai dites. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Moi, je m'abstiens. Ah, une abstention, Marie-Christine Dubost, pardon, Marie-Christine, je n'avais pas vu. Je déclare donc cette séance levée. Je vous informe que le prochain conseil municipal, j'espère, se tiendra le 4 février 2019. Si jamais il s'avérait que nous ayons malheureusement une décision budgétaire modificative à faire, je serai obligé de faire un conseil municipal exceptionnel au mois de décembre, auquel cas évidemment je vous en informerai. Très bonne soirée à tous.